Petit à petit, ma patientèle s'est fournie de plus en plus en danseurs. Je trouve que les danseurs se considèrent vraiment comme des artistes et parfois pas assez comme des athlètes. Et donc en fait, il faut que le corps soit assez fort pour pouvoir exprimer ce qu'on veut exprimer en dansant. Pour moi, un échauffement, c'est obligatoire. Au moins une petite panoplie d'exercices, une salle de sport avec du matériel. Je n'ai malheureusement pas de code promo à vous proposer pour une salle de sport à Paris, mais peut-être que ça pourrait faire un super sponsor. 65% des blessures sont micro-traumatiques. C'est des mouvements répétés qui viennent petit à petit abîmer l'articulation ou la zone en question. La douleur, c'est vraiment le premier signal que le corps t'envoie pour te dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut pas l'ignorer. Est-ce que les kinés aussi devraient être intégrés dès la création chorégraphique ? Tu me disais qu'à l'opéra c'était le cas. Pour moi, c'est indispensable, mais après, je sais que ce n'est pas possible partout. Non, toujours pas. Voilà. Il faut qu'il y ait un budget alloué aux soins pour les danseurs. Un patient qui est très négatif, ça rallonge les délais de récupération et de guérison. L'optimisme, ça aide. L'alimentation peut aussi être tabou. J'ai déjà entendu, aujourd'hui je danse pas, donc pourquoi je mangerais ? Prendre soin de son corps, pour vous en l'occurrence, c'est vraiment votre outil de travail. Si vous voulez qu'il vous emmène loin, il faut que vous en preniez soin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Mallier-Leclerc, kinésithérapeute du sport spécialisée dans les pathologies liées à l'activité physique et plus particulièrement dans le monde de la danse. Elle accompagne depuis plusieurs années des danseurs avec une approche tout-terrain, prévention des blessures, rééducation et préparation physique pour les aider à être prêts pour leur spectacle, leur saison ou leur concours. Elle suit aussi bien des danseurs de ballet que des danseurs issus d'autres univers. Elle intervient notamment à l'Opéra National de Paris, auprès du ballet, mais aussi dans d'autres compagnies, et auprès de danseurs en formation ou en préparation de concours comme le CNSMD de Paris. Elle travaille également au Centre Santé Sport à Paris, où elle prend en charge des sportifs et danseurs aux profils variés. Avant ça, elle a évolué dans différentes structures comme l'IMSS Stade Français, l'INSEP ou encore des centres spécialisés en santé du sport. Dans cet épisode, on va parler de son quotidien avec les danseurs, danseuses, la gestion des blessures, la préparation du corps à l'effort et surtout l'équilibre entre la performance artistique et la santé physique et mentale. Salut Laura! Salut Maïwen! Tu vas bien? Oui, toi? Oui, je suis ravie que tu m'offres un peu de ton temps pour ce podcast, parce que je sais que tu es un peu partout toi aussi en ce moment, tu es à l'Opéra de Paris, et puis voilà, j'ai hâte d'échanger sur tous ces sujets, parce que je pense que c'est primordial, on en parle beaucoup de la santé mentale et physique, mais j'ai l'impression qu'on va pas vraiment au bout du sujet. Ouais. Voilà, Ouais. Donc c'est le moment d'aller creuser le sujet. Ouais. Et ben écoute, petite question un petit peu habituelle pour introduire le podcast. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ce qui t'a amené à devenir kinésithérapeute, et puis plus particulièrement à côtoyer les danseurs, les danseuses. Est-ce que tu as un lien aussi avec la danse ? Est-ce que tu as dansé ? Et j'ai dansé quand j'étais jeune, vraiment quand j'étais en école primaire, mais j'ai très vite arrêté, je suis passée à toute autre chose, le tennis. Ok, donc, rien à voir. Rien à voir. Vraiment rien à voir, mais j'ai testé un peu de danse classique et de modern jazz à l'époque. Ce qui est pratique quand on travaille avec les danseurs du coup. Ouais, j'ai quand même les bases et les termes un peu techniques, donc voilà, ça m'a aidé pour parler le même langage, tu vois. Et sinon, mon parcours... Du coup, moi, je suis sortie du bac avec un bac scientifique. Je suis allée en médecine direct et j'ai passé 2 fois la première année, que je n'ai pas réussi. Et du coup, je suis partie en prépa kiné. Donc en fait, c'est des classes préparatoires sur une année. Ouais. Donc c'est juste une année. Après, à la fin de l'année, tu passes des concours dans toute la France. T'as plein d'écoles de kiné. Le truc, c'est que maintenant, ça n'existe plus. Moi, c'était la dernière année de ces classes-là. Okay. Maintenant, t'es obligé de passer par médecine et après, t'as des licences, je crois. Et donc, c'était la dernière année. Et donc, j'ai fait ma prépa. J'ai passé les écoles dans toute la France. Donc, je sais pas, une quarantaine de concours à la fin de l'année. Ouais. Grâce à mes parents qui m'ont vraiment trimballée d'école en école et de ville en ville. Et du coup, à la fin, j'ai eu plusieurs choix. J'ai réussi à avoir plusieurs écoles et donc j'en ai choisi une à Paris qui me plaisait. Donc en fait, c'est là où j'avais fait ma prépa. Okay. J'ai gardé cette école-là qui me plaisait vraiment bien. Et du coup, suite à ça, j'ai fait mes 4 ans de kiné. Dans ces 4 ans, on a pas mal de stages. On en a environ 2 par an. Donc en fait, là, ça permet vraiment d'aller sur le terrain, de voir les différents champs des possibles de la kiné. Donc j'ai pu faire des stages en pédiatrie, en neurologie, en réanimation, en SSR, donc c'est soins de suite et de réadaptation. C'est quand tu viens de te faire opérer ou quand t'es malade, tu peux passer un petit temps dans un SSR du coup.
Voilà, et du coup j'ai aussi fait donc, dans des cabinets libéraux de sport, notamment. Et donc ça m'a un peu permis de voir qu'est-ce que j'aimais pas. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'était et la neuro et le sport. Et du coup, j'ai eu un peu du mal à me décider, donc j'ai fait mon mémoire sur de la neuro, donc vraiment rien à voir avec le sport. Par contre, j'ai fait mon dernier stage le stage de fin d'année, donc qui est plus long que tous les autres, en sport. Et du coup, après ça, en fait, j'ai vu que je voulais me spécialiser dans le sport. Donc ça s'est fait naturellement, en fait, vers la danse. Vraiment. Et vers la danse, en fait, ça s'est fait... J'ai fait quelques remplacements. Souvent, on commence comme ça quand on est diplômé. Et au bout d'un moment, j'ai voulu me poser et je suis allée au centre santé sport, donc là où je bosse maintenant, qui est assez spécialisé en danse, parce que à l'époque, il y avait 2 kinés qui bossaient déjà à l'opéra et qui étaient du coup à mi-temps au cabinet. Et en fait, ils m'ont demandé si ça m'intéressait et je leur ai dit que oui, sur le principe, ce sport-là m'intéressait vraiment pas mal. Et du coup, ils ont commencé à me donner de temps en temps des patients qu'ils n'avaient pas la place de prendre, donc ils me les proposaient. Et donc petit à petit, ma patientèle s'est fournie de plus en plus en danseurs. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me spécialiser là-dedans, quoi. De toute façon, même nous, le bouche à oreille entre danseurs, il se fait rapidement. Mais voilà, si tu sais que c'est un praticien qui te prend en charge bien avec un danseur, tu vas vite donner ton contact à d'autres danseurs. Exactement. Donc, l'adresse... Non, je rigole. Mais c'est à la Porte Saint-Martin à Paris. Et après, oui, je mettrai toutes les informations du centre dans la description de l'épisode, que ce soit avec Laura ou d'autres personnes, n'hésitez pas, c'est un très bon centre dans lequel je me fais rééduquer aussi, ou préparer physiquement. Ouais. Ok, trop bien. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Donc on t'a amené des danseurs naturellement. Ouais. Mais comment après, toi, t'es allée vers le ballet, l'Opéra de Paris? Et j'imagine qu'on n'y rentre pas comme ça, ou on peut déposer des candidatures, tu sais? On peut déposer des candidatures, mais c'est quand même compliqué malgré ça d'y rentrer, je pense. Moi, j'ai à nouveau eu de la chance, c'est qu'en fait, donc, dans mes 2 collègues qui bossaient à l'opéra, il y en a une qui est partie en congé maternité, donc pendant 6 mois. Et du coup, elle m'a proposé de la remplacer. Donc à l'époque, elle était en espèce de tiers-temps. Elle avait une partie au cabinet, une partie au CNSM, donc de Paris, et une partie à l'opéra. Et donc du coup, on a un peu arrangé nos emplois du temps pour que je puisse faire les 3, tout en gardant aussi mes patients et mon cabinet. Waouh. Donc ça pendant 6 mois. C'est comme ça que j'ai mis le pied et au CNSM et à l'opéra. Et en fait, au bout des 6 mois, de 1, j'ai vu que ça me plaisait énormément. Et de 2, il y a une place qui s'est libérée à l'opéra. Et vu que ça se passait bien et que je m'entendais quand même très bien avec la médecin, elle m'a proposé si je voulais rester. Et j'ai dit oui. Trop bien. Ouais. Donc là, ça fait combien de temps? 3 ans et demi. Ok. Ouais. Trop chouette, donc allez voir Laura. Quand on n'est pas spécialisé par exemple dans la danse, comment on fait pour se spécialiser? Est-ce que du coup ça t'a obligé, ou est-ce que t'aimais ça quelque part, mais d'aller voir des spectacles, de sortir voir de la danse pour comprendre aussi vraiment quand un danseur t'explique qu'il a mal là en sautant sur des réceptions? Ça t'oblige pas parce qu'en soi t'es obligé de rien faire, mais si tu veux être... En fait, avoir ta prise en charge optimale, évidemment qu'il faut aller voir sur le terrain, voir... soit tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller à des spectacles, mais au moins déjà commencer par demander des vidéos aux danseurs. Moi, souvent au début, c'est ce que je faisais. Donc pas à l'opéra du coup, au cabinet. Parce qu'à l'opéra, je peux aller les voir, donc ça, le problème, il est réglé. Mais sinon, je demande aux danseurs de m'apporter les vidéos de ce qu'ils ont à faire pour que je vois exactement du coup comment adapter ma prise en charge, qu'est-ce qu'il faut renforcer dans quel secteur, quelles vont être les demandes en gros physiques du corps. Voilà, et après, moi de base, j'allais quand même souvent voir des ballets, que ce soit à l'opéra ou ailleurs. J'ai vraiment eu la chance que mes parents, ils m'aient vraiment beaucoup bercé là-dedans. Donc j'allais souvent en voir, donc j'avais quand même des bases, on va dire. Et en rentrant à l'opéra, j'ai doublé, voire triplé ma consommation de ballets contemporains et classiques, les 2. Et donc je vais les voir tous, soit en répétition, soit en général, soit de temps en temps, si j'ai pas pu les voir ces 2 cas-là, je demande des laissez-passer et je vais les voir soit en coulisses si j'ai pas de laissez-passer, soit dans la salle si j'en ai.
Ok, ouais, donc ça demande quand même, effectivement, comme tu disais, t'es pas obligé, c'était pas dans c'est pas dans la déontologie de la kiné de se dire, vu que tu prends en charge tel type de sport avec tel patient, t'es pas obligé d'aller voir un match de rugby tous les dimanches parce que t'es kiné spécialisé dans le rugby. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que pour la conscience personnelle aussi et pour l'investissement, il y a quelque chose qui... Puis pour ton efficacité, en fait, je pense que tu peux pas être efficace à 100% si tu ne sais pas ce que la personne fait et ce qu'elle demande à son corps. Complètement. Donc il faut le voir, quoi. Et encore une fois, je pense que nous aussi, en tant que patients, si on arrive et qu'on voit que la personne, elle comprend pas forcément, elle n'a pas le même langage, même pour nous, on va se dire, mais est-ce qu'elle va être vraiment adaptée à notre rééducation et notre préparation physique aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Ce qui remet en aucun cas l'efficacité du kiné ou de la kiné, mais du coup, c'est vrai que ça pose question aussi parfois pour... Ouais, et de l'intérêt que le kiné peut avoir pour toi et ta prise en charge. Je pense que ça fait du bien de voir qu'il s'intéresse vraiment à ce que tu fais. Ça rassure et ça instaure encore plus une relation de confiance qui est hyper importante, donc c'est que positif, quoi. Complètement. Et en plus, toi, tu profites, tu vois des balais, donc c'est quand même sympa. Le bon plan. Il y a pire. Tout à l'heure, t'as dit bac S. Je reviens juste sur bac S. Pour la Gen Z qui nous écoute, les bacs S n'existent plus. Mais à l'époque, c'était le bac qu'il fallait pour... scientifique, voilà. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais même pas ce que c'est. Je crois que c'était comme en Angleterre, c'est des options que tu rajoutes. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà. C'était une petite parenthèse, ça m'a fait sourire tellement du bac S. J'ai fait, je pense que s'il y a la Gen Z qui nous écoute, il faut pas savoir ce que c'est. Alors du coup, en outils techniques, tu me disais qu'il y avait des vidéos, il y avait de te déplacer sur place pour voir comment les danseurs se mouvaient. Ouais. Mais en technique, j'ai vu aussi que tu avais suivi des formations Mulligan, Castart, Kinésport Expert. À quoi ça correspond, tous ces termes techniques ? Alors, Mulligan, c'est un concept, en gros... c'est de la thérapie manuelle. C'est une prise en charge manuelle sur table, mais spécifique avec des mouvements de glissement, en gros, pour aider certains tissus à glisser et à bouger, pour aider justement le mouvement et pour qu'ensuite, potentiellement, diminuer des douleurs et pouvoir reprendre des mobilités qui n'étaient pas possibles car douloureuses. Donc ça, c'est très manuel. Castart, c'est un bilan. En gros, c'est un bilan pour le genou, spécifique au genou. Souvent, c'est ceux qui ont été opérés du ligament croisé. Mais on peut l'appliquer juste c'est un test fonctionnel pour le genou pour voir est-ce que la personne peut reprendre la compétition ou du coup la danse ou voilà. Donc c'est un outil d'évaluation pour nous pour savoir si on peut donner le droit de reprendre ou pas. Un test de reprise en fait. Expert Kinésport Expert. Ça, c'est une formation qui est sur 1 an. Et c'est la formation, c'est ce que me concernant, c'est ma formation de kiné du sport. Donc il y a différents organismes, ça c'est l'organisme que j'ai fait, mais c'est celle-là où t'as un diplôme à la fin, où t'as un mémoire aussi à la fin, qui atteste que vraiment tu as la spécialité du sport. Voilà. Donc quand tu es kinésithérapeute, t'es pas forcément kiné du sport ? Non, pas du tout. Okay. T'es kiné... Théoriquement, tu peux travailler dans tout, dans la pédiatrie, dans la neuro, donc... un peu partout, et si tu veux te spécialiser, après t'as des formations complémentaires, et elle, c'est vraiment la formation pour les kinés qui veulent se spécialiser dans le sport. Ok. Voilà. Quels sont les défis spécifiques que t'as qui sont liés à l'accompagnement des danseurs professionnels à l'Opéra de Paris ? Les défis spécifiques de l'opéra, c'est déjà leur permettre un retour sur le terrain, donc du coup un retour sur scène le plus rapidement possible après une blessure, de manière en fait le plus efficace pour qu'ils se sentent le mieux possible à ce retour-là, qu'il n'y ait pas encore... que ce soit pas bancal. Voilà, que ce soit pas bancal. Donc ça c'est un défi, parce que du coup c'est un défi de temps. On peut pas prendre notre temps indéfiniment, il y a besoin d'efficacité quoi. Autre défi, c'est les sensibiliser à la prévention, mais franchement, c'est de mieux en mieux. Enfin, on y arrive vraiment bien. Mais c'est quand même un combat, je pense, qui durera sur des années. Et pour tous les... Enfin, pas que pour les danseurs, pour vraiment plein de milieux différents, de pas attendre de se blesser pour faire de la rééducation, pour faire des soins, pour faire de la récupération. En fait, prendre soin du corps avant qu'il aille mal. Est-ce que... Pardon, du coup, ça m'amène à une question, je te coupe dans... Mais est-ce que dans prévention, t'entends aussi troubles du comportement alimentaire, santé mentale, santé physique ? Je sais que les kinés, vous êtes pas... C'est pas votre job, vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas diététicien. Ouais.
Mais il y a un lien quand même qui est très proche. Tu me parlais de relations de confiance. Ouais. Quand tu as confiance, je pense que tes patients, ils te livrent aussi des choses. Oui, et de toute manière, tu le vois. Si une personne n'arrive pas à Ouais. récupérer parce qu'elle est fatiguée, parce Ouais. qu'elle mange pas bien, est-ce que ça fait... Je veux dire, humainement, tu as envie de faire de la prévention quand t'es humain, bien tu sûr. le fais. Mais est-ce que ça fait partie aussi de cette prévention-là ? Ouais. Alors, évidemment. Et c'est de la prévention et de l'accompagnement. La prévention, je dirais que c'est avant de déceler le problème ou la pathologie. Donc, c'est poser des questions. Est-ce que tu dors bien ? Est-ce que tu manges bien ? Donc, évidemment, ça, moi, je le fais quand je suis en soins sur table. Donc, on est vraiment que tous les deux. Pas quand on est sur un plateau technique ou voilà. Ouais. Donc ça, c'est inclus dans la prévention. Mais après, ça s'étend ensuite au conseil quand on voit qu'il peut y avoir des choses à améliorer. Ou à l'alerte, entre guillemets, l'alerte au médecin si on voit qu'il y a vraiment un problème, pour le coup. Mais oui, même si c'est pas dans notre domaine de... Comment dire, pas de compétences, parce que si, on peut aussi se former pour ça, justement, mais je pense qu'on est en première ligne pour déceler ce genre de truc, vu que on voit les patients plusieurs fois par semaine, qu'on les voit longtemps, une demi-heure à 1 heure, plusieurs fois par semaine. Enfin, au bout d'un moment, on se confie, puis on les connaît, puis voilà. Donc... Si, clairement, on passe sur de la prévention là-dessus, ouais. Ok. Donc, tu me disais prévention, les défis, c'était de les faire remonter sur scène le plus vite possible. Ouais. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Les accompagner en cas de blessure, leur faire comprendre que c'est important et que ça va pas se résoudre tout seul. Donc, en fait, vraiment les accompagner, enfin, parfois les prendre un peu par la main pour leur dire même si c'est une petite entorse, il faut faire un petit peu de rééducation quand même, enfin, voilà. Prendre soin d'eux, en fait, c'est un défi. Et voilà. Bah, c'est vrai que c'est important ce que tu dis, parce que même encore aujourd'hui, je vois dans notre milieu, alors pas qu'à l'opéra, parce que là on parle de l'opéra effectivement parce que tu es spécifié à l'opéra, mais tu as aussi une autre connaissance des danseurs, puisque tu as des danseurs d'autres compagnies ou en freelance qui viennent te voir. C'est vrai que nous, on a tendance aujourd'hui, mais je trouve que ça va mieux, mais en tout cas à l'époque, c'était plus t'as mal, faut continuer, faut pas lâcher, faut y aller, show must go on. Mais elle est aussi la limite entre prendre soin de son corps maintenant et quand tu auras dans 30 ans, comment il sera aussi ton corps, tu vois. Ouais, bah clairement, c'est un truc qu'on essaye de sensibiliser en fait le plus tôt, dès qu'ils rentrent dans la compagnie. On essaie de leur faire comprendre que plus ils vont prendre soin de leur corps maintenant, même si là ils ont l'impression qu'ils se remettent bien des blessures parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont en pleine forme, en fait il y aura forcément un impact plus tard. Enfin, une blessure c'est pas anodin, même quand t'as guéri très bien. Le corps il s'en rappelle, il y a une mémoire du corps, et plus tu la prends mal en charge, plus tu vas avoir des conséquences, peut-être pas tout de suite, mais ça peut arriver dans l'année qui vient ou dans les années qui suivent. Tu peux vite ressentir la conséquence. Est-ce que tu aurais un exemple, une anecdote de la façon dont tu as pu aider un danseur ou une danseuse à surmonter une blessure ou l'aider à améliorer ses performances ? Oui. Là, par exemple, dernièrement, il y avait à l'Opéra de Paris, il y avait le ballet Roméo et Juliette, et pour le rôle d'étoile masculin notamment, enfin, bon, les deux rôles sont très compliqués, mais le rôle d'étoile masculin, en fait, il provoque beaucoup de crampes aux mollets, parce que c'est très sollicitant pour les mollets, ce rôle-là. Et du coup, tous les soirs, les étoiles, au niveau du premier acte, voire du deuxième acte, crampaient énormément. Et en fait, ça peut être très handicapant, parce que quand tu crampes, marcher c'est très compliqué, sauter c'est impossible, et dans ce ballet, il n'y a que des sauts. Donc, du coup, généralement, au bout de, 15 minutes, on était appelés sur le plateau, parce que nous, on est dans une pièce, dans une salle, et on a un retour plateau. Et en fait, du coup, la régie peut nous appeler s'il y a le moindre problème, et donc là, du coup, ils nous appelaient. Et donc, là, en fait, il faut pouvoir faire quelque chose très rapidement, parce que le danseur, soit il t'appelle à l'entracte, donc ça va, t'as à peu près 15 minutes, soit il t'appelle en plein acte entre deux entrées, et là t'as intérêt à faire très vite. Et donc il faut essayer de l'aider du mieux que tu peux, sachant qu'une crampe, scientifiquement, on sait pas vraiment d'où ça vient, et on sait pas trop comment la traiter à part faire des étirements, et on sait pas trop comment la prévenir. Donc en fait, là, tu fais ce que tu peux, et donc moi ce que je faisais, c'est que j'essayais de l'étirer, je le massais, j'essayais de détendre un petit peu le mollet. Et donc, pour juste lui permettre de pouvoir continuer son spectacle dans des conditions à peu près correctes. Donc,
Il y a ça, et puis sinon après il y a les cas classiques de la personne s'est fait une entorse, on va dire la semaine ou 2 semaines avant le spectacle, sauf que pour lui c'est un enjeu hyper important, qu'il veut faire ce spectacle-là parce qu'il a un rôle en particulier, et du coup c'est à nous d'essayer de lui permettre de faire ça dans les meilleures conditions possibles, sachant que ce sera jamais optimal du coup. Et donc là t'as 2 semaines pour essayer de gérer au mieux cette blessure, et le soir même tu peux faire des straps, tu peux faire des tapes, en fait tu peux quand même l'aider le soir même pour que ça se passe correctement, qu'il souffre le moins possible, et voir qu'il puisse oublier en fait cette blessure le temps de cette soirée-là, et qu'il arrive à se concentrer sur autre chose, et voilà. Et puis comme tu dis, des fois en 1 semaine ou 2, tu vois, ça peut aussi se résoudre. Hein. Complètement. En fait, si c'est bien pris dans les temps, et que plus on est efficace, plus on a de chances qu'en fait, en 2 semaines, le problème soit quasiment réglé et que ça pose pas de problème. Oui, et que tu retrouves peut-être pas 100%, mais au moins 90% de mobilité. Et... Ouais, mais ça, c'est à nous de vraiment expliquer aux danseurs, parce qu'il faut aussi qu'ils comprennent. S'il est pas sensibilisé, si on lui explique pas, il peut pas, il peut pas non plus deviner les choses. Donc c'est à nous de lui expliquer les délais et la prise en charge pour qu'à ce délai-là, on soit optimal, quoi. Yes. Je trouve ça intéressant que vous soyez en coulisses. Tu vois, ouais. Parce que je laisse ça comme info, mais c'est pas dans tous les spectacles qu'il y a des kinés en coulisses. Ouais. Voire quasiment pas. Ouais. Donc vous voyez pourquoi c'est intéressant et important d'avoir des professionnels de santé avec nous sur scène. Voilà, je sais que c'est une question de budget, tout ça, mais c'est là où tu te rends compte on se rend compte que c'est nécessaire et que ça conforte aussi dans l'idée que le danseur est un sportif de haut niveau. Bien sûr. Ça nous permet aussi peut-être de mieux nous faire valoir, de mieux être représenté aussi aux yeux de la société. Ouais. Du coup, ça a aussi un impact énorme de savoir qu'il y a des professionnels de santé qui nous suivent sur une tournée ou sur un spectacle. Ouais, c'est hyper rassurant. C'est rassurant. Vous, en fait. Ouais. Complètement. Ok, et donc est-ce que les kinés aussi devraient être intégrés dès la création chorégraphique ? Tu me disais qu'à l'opéra c'était le cas. Ouais. Pour moi c'est indispensable, mais après je sais que ce n'est pas possible partout. Et non, toujours pas. Voilà. Mais à l'opéra je trouve que c'est indispensable parce qu'en fait, dès le début de la création, donc de la chorégraphie et du spectacle, on peut prendre en charge... donc ça c'est de la prévention par exemple, si sur certaines sur certains ballets il y a des mouvements spécifiques, on peut faire de la prévention pour le dos par exemple. S'il y a beaucoup de portée, et on sait que dans ce ballet il y a beaucoup de portée, on le voit parce qu'on peut aller en répétition ou on peut juste tout simplement demander aux danseurs. Et du coup on peut aussi proposer des protocoles adaptés à ce ballet là, aux contraintes de ce ballet, et du coup minimiser au maximum le risque de blessure. Il y a beaucoup de portée, et let's go, on fait un énorme renfort abdos, dos, épaules aussi, stabilité d'épaule, et rien que ça en fait je pense que ça diminue vraiment la potentialité de blessure, quoi. Ça t'évite d'avoir toi à la fin d'un spectacle 10 danseurs qui débarquent dans la salle. Voilà. Exactement, et d'être là, bon. Je donne un exemple vraiment comme ça au pif, hein. Genre je suis au courant de rien. Mais oui, c'est encore une fois c'est une histoire de prévention pour éviter de se retrouver avec une charge une charge de travail énorme. Puis d'avoir des blessés inutiles, entre guillemets, qu'on aurait pu éviter, en fait. Parce que c'est vrai qu'on est souvent là à dire ouais, les danseurs, vous connaissez bien votre corps, vous êtes à l'écoute de votre corps. Je suis pas si sûre, en fait. Moi, je trouve que si vous connaissez bien votre corps, comparé à d'autres athlètes, en fait, vous avez une très bonne perception du corps, et ça, pour nous, par exemple, c'est hyper agréable, vraiment. Suffit d'expliquer un exercice une fois, et c'est fait correctement, souvent. Donc ça, vraiment, moi, c'est un plaisir. Donc vous avez une très bonne perception du corps. Après, qu'est-ce que ça veut dire connaître son corps ? Ça veut pas dire que tu sais que ça va pas te faire mal, ou que là tu t'es pas fait mal alors que t'as telle douleur. Parfois il y a aussi un peu de déni et de là j'ai pas le droit de me blesser, donc non, ce que je viens de me faire à la cheville quand elle a fait ça, quand elle a fait un petit aller-retour, non, ce n'est pas une entorse. Vous connaissez votre corps, mais je pense que vous avez des enjeux qui font que parfois on peut pas se permettre d'être blessé alors que la blessure est déjà là, quoi. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait de se faire de la préparation physique, tu vois, c'est un peu en ça où je dis que des fois je trouve que oui, on connaît bien son corps, mais je trouve parfois pas suffisamment. Parce qu'il y a aussi cette... comme tu dis, comme des fois on a des enjeux et qu'on est blessé, on va au-delà de la limite, et donc on force, et donc finalement est-ce qu'on on est vraiment à l'écoute de notre corps aussi ? C'est un parallèle avec la connaissance du corps aussi. Ouais, je pense que c'est un dilemme en permanence entre l'enjeu et le signal du corps.
Quand l'enjeu n'est pas trop grand, je pense que vous êtes capable d'écouter, de prendre du repos. Et quand l'enjeu est trop grand ou trop important, en fait, il y a des priorités qui se font et qui vont pas forcément dans le sens du bien-être du corps, quoi. Complètement. Voilà. Donc, on en est encore sur la prévention. Donc, la préparation physique, en fait, elle est importante pour un danseur. Ouais. C'est important d'avoir une salle de sport, d'avoir un accès à un kiné, c'est indispensable. Ouais. Au moins une petite panoplie d'exercices, un échauffement adapté, une salle de sport avec du matériel dans laquelle vous pouvez faire vos exercices avec le matériel adapté sans qu'il y ait besoin d'énormes machines de presse ou de barres guidées ou je ne sais quoi, mais en fait il faut quand même un petit peu un minimum de matériel pour pouvoir faire de la prévention correcte. Pour moi c'est vraiment indispensable. Genre élastique pour mettre autour des cuisses pour travailler des la stabilisation. Élastiques, voilà, ça c'est pour moi le minimum. Après, dès que c'est possible, un petit peu de poids, sans que ce soit des poids trop lourds, mais des poids de 2, 3, 4, 5 kilos, parfois 10 kilos, des kettlebells, pour pouvoir faire travailler la proprioception, la stabilité du bassin, enfin du membre inférieur, du gainage. Le poids du corps, c'est bien, mais dès qu'on peut mettre un peu plus de charge, c'est quand même plus efficace. Oui, parce que là, tu disais des kettles 2-3 kilos. Je pense à des gars qui, par exemple, doivent nous soulever en portée. J'imagine qu'eux doivent travailler avec des poids plus conséquents. Bien sûr, ouais. Quand tu dois porter quelqu'un à bout de bras ou quand tu dois faire un flambeau, c'est pas un kettle de 2 kilos qui va te faire le boulot et c'est pas ton poids du corps non plus quand tu fais des pompes. Du travail du poids du corps, c'est pas suffisant. Donc en fait, il faut quand même avoir du matériel adapté si tu veux vraiment faire de la prévention efficace. Et est-ce que tu trouves que la muscu, elle est sous-estimée chez les danseurs ? Ouais, et pour une bonne raison, entre guillemets, qui est que les danseurs... je trouve que les danseurs se considèrent vraiment comme des artistes et parfois pas assez comme des athlètes. Et ce qui est très juste parce que ce sont avant tout des artistes, mais leur instrument, c'est leur corps. Et donc en fait, il faut que le corps soit assez fort pour pouvoir exprimer ce qu'on veut exprimer en dansant. Et donc pour que ton corps soit capable d'exprimer tout ça sans souci, il faut en prendre soin et donc il faut le renforcer. Et donc parfois ça passe par de la musculation, même souvent. Mais je pense que dans la plupart des cas, juste leur but ultime, c'est de faire de l'art, c'est de danser et c'est pas de faire de la musculation. Et donc le côté artiste prend le dessus sur le côté athlète qui est pourtant bien présent, quoi. Complètement, surtout qu'on est beaucoup à défendre qu'on est des athlètes de haut niveau. Il y a aussi des statistiques, j'ai pas les chiffres, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a des chiffres qui montrent qu'on est des athlètes de haut niveau. Bien sûr. Et je pense que après tu t'en rends vite compte quand t'es sur des spectacles qui te demandent du cardio, qui te demandent de l'intensité. Après tu travailles aussi ton cardio à force de faire le même spectacle, très souvent. Mais tu peux vite te rendre compte que t'as besoin de... si selon tu dois faire des portées ou rester en squat, je sais pas, sur une pièce chorégraphique, tu vas vite... Sauter en fait, ou sauter, tout simplement les grands sauts ou même tout le travail de contemporain qui est vraiment très dans le sol. Enfin, il faut quand même avoir des membres inférieurs forts en fait pour pouvoir maintenir ces positions là longtemps ou sauter dans tous les sens. Enfin, si tu veux pas te blesser, il faut vraiment conditionner le muscle pour être prêt à faire ça pendant 1h30 de spectacle, voire plus, quoi. Complètement. Ouais. Je n'ai malheureusement pas de code promo à vous proposer pour une salle de sport à Paris, mais peut-être que ça pourrait faire un super sponsor. Ouais. Je suis pas sûre qu'il y ait des codes promo avec les kinés, c'est pas remboursé par la Sécu. Enfin, c'est remboursé par la Sécu, donc il n'y a pas de code promo. Mais je pose ça là, s'il y a une salle de sport qui veut faire... Par exemple. Je sais pas si on peut nommer les marques, mais voilà, ça fait une marque nommée. Est-ce que tu as un échauffement idéal, des exercices qui sont entre guillemets non négociables et que tu recommandes pour un danseur avant un spectacle? Tu vois, les éléments à pas négliger. Souvent, on a tendance à croire, à se dire allez, c'est bon, hop, je fais un grand écart, clac, c'est bon, je suis échauffée, je suis bien étirée, j'ai le muscle bien étiré, je vais pouvoir faire mon grand battement. Et en fait, peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire. En fait... Que ça. Pas que ça, effectivement. Pour moi, un échauffement, c'est obligatoire. Mais ça doit quand même être individualisé en fonction de soit des antécédents de la personne, soit de la blessure actuelle. Souvent, moi, quand j'ai un blessé, je lui donne un échauffement à faire avant soit ses répétitions, soit même juste le cours. Enfin, en fait, à faire juste avant de danser. Donc, que ce soit un cours, une répétition, un spectacle, il faut s'échauffer. Et à partir du moment où il y a plus de 30 minutes de pause entre 2 répétitions, ou un cours, une répétition, ou une répétition, un spectacle, il faut se rééchauffer. Déjà, ça, c'est hyper important. Et donc, souvent, je leur propose des échauffements adaptés, mais si vraiment je devais généraliser, il faut au moins
un exercice de mobilité du membre inférieur un peu global, qui recrute cheville, genou, hanche, pour commencer un peu à échauffer les articulations. Et après, il faudrait peut-être 2 ou 3 exercices d'activation musculaire du tronc et des membres inférieurs. Du style un gainage, des squats et un peu de relevé, par exemple. Le but, c'est pas que ça dure 10 ou 15 minutes, parce que sinon, on lâche très vite l'affaire. Il n'y a pas le temps, il y a la flemme, donc ça, je comprends. Donc en fait, il faut vraiment quelque chose qui soit efficace, qui soit fait en 5 minutes, mais qui en fait devienne une routine. Et après, tu peux compléter avec tes écarts, ta barre, délier un peu tout le corps. Mais il faut quand même un échauffement spécifique et d'activation musculaire pour protéger, en fait, pour déjà réveiller tes muscles et protéger tes articulations et ton corps, quoi. Oui, parce que le corps du jour n'est pas le corps d'hier, ni le corps de demain. Et parfois, on a tendance à se dire, oh, bah, c'est bon, ma souplesse avant, je l'ai fait, ma contorsion, je l'ai faite, ma jambe en l'air, mon grand écart, je l'ai fait. Puis il suffit que tu te retrouves sur une journée où le corps est un peu plus raide. Surprise, claquage ou déchirure ou élongation, quoi. Et du coup, on parle des blessures. Quelles sont les blessures les plus fréquentes chez les danseurs et comment les prévenir ? Bon, les prévenir, ça, on en a parlé sur la prévention, mais je te laisse me sortir tes chiffres. Alors, j'ai des chiffres. Parce qu'en fait, la médecin de l'opéra a fait... depuis le temps qu'elle travaille là, en fait, elle fait quand même des études au sein de l'opéra sur les blessures. Donc, elle recense quand les danseurs viennent la voir. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que donc, ces dernières statistiques, ça montre qu'il y a 76,5% des pathologies qui sont identifiées, qui sont des pathologies du membre inférieur excluant la hanche. Donc ça veut dire que ça concerne cuisses, genoux, jambes, pieds, chevilles. 76,5% des blessures, donc c'est énorme. Et si on inclut la hanche, 85% des blessures donc sont au membre inférieur. Donc c'est énorme. Et si on isole que le pied et la cheville, c'est 45% des blessures. Donc quasiment la moitié des blessures sur une saison, enfin même du coup là c'est sur plusieurs années, concernent la cheville et le pied. Donc par exemple, s'il y a un échauffement à faire, si t'as 1 minute devant toi, c'est cheville, pied, mollet. Vraiment. Et un dernier petit chiffre que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que 65% des blessures sont micro-traumatiques. Donc en fait, ça veut dire que c'est des pathologies d'overuse, on appelle ça. Donc c'est pas un choc, c'est pas une blessure, c'est pas je saute et mon mollet il claque. C'est à force, par exemple, de sauter et de faire des réceptions. Et en fait, c'est des mouvements répétés qui viennent petit à petit abîmer l'articulation ou la zone en question. Et donc 65% des blessures, c'est ça, c'est juste de la surcharge et de la surutilisation d'une articulation. Ok. Et pour le reste le haut du corps ? Et pour le haut du corps, du coup, c'est nettement moindre. En fait, on en a de temps en temps. Ouais, c'est 15%, quoi. C'est le reste. Oui, c'est le reste. Et encore, ça, tu vois, là, il n'y a pas le dos. Donc en fait, ça veut dire que c'est du membre supérieur, c'est cervical, c'est dos. Épaules, coudes, poignets. Mais donc, du coup, c'est vraiment. Par rapport à tous les territoires concernés, du coup, c'est pas tant que ça. Ouais. Et c'est du coup assez spécifique. Effectivement, les hommes, ça va plus être dos, épaules et membres supérieurs avec tous les portés. Bien que les filles aussi, elles ont quand même des pathologies de dos avec tous les arabesques, etc. Mais moins que les hommes, par contre. Donc voilà, c'est pas la majorité de nos blessures, vraiment pas du tout. Ok, c'est fou. Ouais. Et là, on parle vraiment d'un... Comment dire, ça a été fait pour l'Opéra de Paris. Ça a été fait sur la population. C'est les danseurs de l'Opéra de Paris parce que c'était la population qu'elle recensait quand les gens venaient la voir. Mais c'est quand même du coup globalement une population de 154 danseurs avec moitié hommes, moitié femmes. Donc c'est quand même un panel qui peut être un petit peu représentatif quand même des danseurs en général. Oui, complètement. Voilà, ce que j'allais te dire, le genou, la cheville, typiquement, c'est cette activité physique-là qui apporte ces blessures-là. C'est pas juste l'activité de l'Opéra de Paris, c'est de la danse, quoi, donc... Ok. Hyper intéressant. Ouais. Et donc, du coup, comment tu concilies... comment t'adaptes, tu vois, ta prise en charge des corps hyper laxes aussi ? Oui. Et avec l'exigence artistique, et en même temps, les besoins physiques du danseur. Par exemple, je dois faire des contorsions d'épaules, de dos, de hanches, de genoux, peu importe l'articulation, on va partir sur l'épaule, admettons. Ouais. Comment tu prends en charge cette rééducation ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une croyance limitante qui fait que parce qu'on va se muscler, on va perdre en amplitude ? Voilà, si t'as...
Et bah si souvent il y a cette croyance-là mais qui est fausse, parce que surmuscler ça ne fait pas perdre de l'amplitude, ça dépend aussi comment tu muscles évidemment le groupe musculaire en question. Mais par exemple pour les personnes qui ont besoin de mobilité, qui font de la contorsion, et bah le but c'est d'aller renforcer le muscle dans les secteurs sollicités. Donc en fait, comparé à un individu lambda par exemple qui a moins de mobilité et moins de souplesse, et bah là on ira travailler dans beaucoup plus d'amplitude, mais pour qu'en fait l'articulation elle soit maintenue par le muscle dans ce secteur-là. Alors que si tu renforces un muscle dans un secteur, ça va pas forcément se transférer à d'autres secteurs. Donc si par exemple tu fais que des pompes dans ce secteur-là, si à un moment tu as un mouvement d'épaule qui part complètement vers l'arrière, t'as pas du tout appris au muscle à contrôler cette amplitude-là, et donc c'est là où tu peux potentiellement beaucoup plus te blesser. Alors que si on fait des exercices adaptés qui viennent travailler ce genre de secteur, et avec des poids ou des élastiques, mais tu viens solliciter ce secteur-là, tu gardes ta souplesse, et tu stabilises et tu renforces en fait le muscle dans les secteurs qui vont être demandés. Donc aussi en complémentarité des étirements. Ou... Bah, les étirements, c'est pas du renforcement, mais ça veut pas dire qu'il faut enlever les étirements. Enfin non, les étirements, oui, doivent être présents, mais c'est juste vraiment deux choses à part, quoi. Ok. Tu vas quand même renforcer dans cette amplitude-là, et tu as quand même le droit d'aller t'étirer dans cette amplitude-là aussi. Juste, après, faut rester à l'écoute, faut pas aller chercher des amplitudes non plus. À partir du moment où t'as une douleur ou t'as une sensation d'instabilité, faut arrêter. Mais c'est pas l'un et pas l'autre, c'est les deux vont ensemble, quoi. Ok. Et est-ce que t'observes, toi, une évolution vers une prise en charge plus scientifique ? J'avais noté monitoring de charge, prévention individualisée. Là, tu m'as donné des chiffres, tu vois, mais est-ce que tu sens que la science s'intéresse peut-être de plus en plus aux danseurs ou des prises en charge plus scientifiques ? Ouais, il y a de plus en plus d'études sur les danseurs qui sont faites. Après, donc nous, du coup, on regarde beaucoup ces études-là, et parce que c'est hyper intéressant, soit pour des rééducations, soit pour même juste notre culture générale. Enfin, c'est intéressant de voir ça. Et après, nous, on essaye de faire des prises en charge et des bilans scientifiques, dans le sens où, déjà, à chaque nouvelle saison, il y a des nouveaux entrants à l'opéra, par exemple. Et du coup, on fait un bilan d'entrée, donc avec des dynamomètres. Donc en fait, c'est une machine qui évalue la force d'un groupe musculaire. Donc on évalue chaque groupe musculaire, principalement du membre inférieur, parce qu'en fait, on peut pas tout faire. Et comme pour tout, le danseur, il a pas non plus 5 heures à nous consacrer, donc faut quand même qu'on soit efficace. Donc on essaye de faire ce qu'on peut faire. Donc on fait principalement le membre inférieur. Et du coup, on évalue chaque groupe musculaire, droite et gauche, et on regarde est-ce qu'il y a des déficits. Et s'il y a un déficit, même si la personne n'est pas blessée, c'est facteur de risque de blessure. Et donc du coup, suite à ça, nous, on leur propose un protocole adapté. Après, libre à eux et à leur temps, enfin s'ils ont le temps de le faire ou pas. Mais du coup, on essaye d'avoir des données scientifiques, et même pour comparer dans le temps. Par exemple, on évalue le danseur à J1, et à mi-saison ou en fin de saison, après un protocole adapté, sinon ça sert à rien, on réévalue et on voit est-ce que les chiffres ont changé, est-ce que le rééquilibrage musculaire a été correctement fait. Donc en fait, ça nous permet quand même d'avoir une visibilité dans le temps, et de voir aussi l'impact que ça a de faire ce renforcement-là sur l'apparition de blessures potentielles. Donc voilà, et une dernière chose, c'est en termes de formation. Nous, on se forme, nous les kinés en général, et en tout cas mes collègues, on se forme on fait au moins une formation par an, voire parfois plus, pour du coup rester à jour en fonction des dernières données scientifiques, des dernières formations à jour. Et les formations qu'on fait, on fait en sorte de les choisir pour que en fait, elles soient basées sur des études scientifiques de haut niveau, enfin prouvées, quoi. Ouais. Donc voilà, pour qu'on fait notre prise en charge, elle reste toujours à peu près à jour. Qu'on finisse pas par être au bout de 5 ans plus du tout à jour dans notre prise en charge ou nos bilans musculaires ou bilans globaux, quoi. Parce que ça évolue vite, en fait, finalement. Ça évolue très vite, ouais. Il y a des... Est-ce que tu sens qu'il y avait des choses que vous faisiez avant qui ont disparu aujourd'hui, ou il y a eu une amélioration Disparu, non, ouais. Mais amélioré, oui. Rien que là, on a refait une petite formation... je sais pas, il y a quelques mois, sur quelque chose qu'on connaît bien. Enfin, moi, des formations sur le pied et sur le membre inférieur, mais j'en ai fait vraiment beaucoup. Et bah là encore, j'ai appris des nouvelles choses et j'ai modifié mes protocoles de prise en charge. Je change mes exercices, je change les groupes musculaires que je veux solliciter en fonction de certaines pathologies. Je me rends compte suite à des études qu'en fait, c'est peut-être pas en bossant ça que tu restabilises vraiment le pied, mais c'est plutôt en bossant ça. Et en fait,
continuellement mise à jour, et donc c'est indispensable du coup de s'informer pour pas rester à des protocoles qui sont pas inutiles, parce que dans tous les cas c'est quand même toujours utile de renforcer telle chose, mais qui sont peut-être pas du coup aussi efficaces que ce qu'on pourrait l'être. Mais c'est méga intéressant parce qu'au final tu te rends compte aussi que la manière dont on opère, je sais pas, un ligament croisé, c'est plus du tout comme avant on t'ouvrait le genou en deux. Maintenant c'est avec arthroscopie, donc t'as des cicatrices qui sont toutes petites, tu te remets hyper bien, enfin c'est vraiment une opération qui est devenue limite lambda, et tu peux te faire opérer 3 fois du croisé, enfin vraiment c'est quelque chose qui est fait hyper facilement maintenant, avec beaucoup moins de risques du coup post-opératoire. Et dans les formations que vous faites, c'est de votre poche, où il y a un système de sécurité, je sais pas, lié à la santé pour les kinés, qui font que, par exemple, quand on te paye une séance, toi tu cotises pour des formations. Alors parce que nous on a ça pour les danseurs, tu vois, on a l'AFDAS, les congés spectacles, mais vous avez ça aussi? Ouais, nous on a 2 organismes. En ce moment, il y en a 2. Après, j'ai l'impression que c'est en train de passer à un seul. Mais bref, actuellement, il y en a 2. Où tu cotises effectivement toute l'année pour ça avec tes charges, les charges sur lesquelles on est taxé. Donc, ça participe à ça. Et du coup, tu as un certain budget par an qui va donc pour l'un, ça peut aller jusqu'à 780 €. Et pour l'autre, je crois que c'est aux alentours de 300 €. Si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, tu peux faire des formations avec ça. Le seul truc, c'est que souvent, une formation, t'as déjà écoulé ton stock, quoi. Enfin, t'as écoulé celui de 300 € et tu fais une deuxième formation, t'as écoulé l'autre et basta. Et certaines formations, comme par exemple celle dont je parlais tout à l'heure, ma formation de kiné du sport qui était sur 1 an, là, c'est complètement de ma poche parce que c'est 8 fois le prix de ce qu'on peut nous donner, là. Mais en gros, il y a une partie qui est un peu indemnisée, et une autre partie quand même qui est de ta poche si vraiment tu consommes de la formation. Moi j'avoue que j'en consomme pas mal, parce que j'aime bien en faire sur différentes parties du corps, pas faire que du pied du coup. Et donc en fait ça va très vite. Si t'en fais plus de 1 par an, tu cotises de ta poche. Moi je me dis c'est quand même dommage qu'on puisse pas récupérer les cotisations des autres qui n'utilisent pas leur formation. Tu vois, il y aurait peut-être un truc aussi comme ça à faire. C'est clair. Mais bon, à qui ça profite? Pas au kiné. Comment toi t'expliques la douleur à un danseur ou une danseuse sans l'inquiéter ou le bloquer dans sa pratique? Parce que des fois ça peut être stressant, tu vois, pour un danseur ou une danseuse qui se dit mais j'ai que 2 semaines, tu vois, on reprend l'exemple du pied, t'as 2 semaines, j'ai peur de louper mon rôle sur scène, c'est l'opportunité d'une vie. Bah déjà, moi j'évalue la douleur et j'évalue sa gravité. Et en fait, en fonction, dans tous les cas, je suis transparente avec le danseur, donc je lui explique, je fais mes tests, je lui dis, bah t'as ça qui est positif, les risques c'est ça, et moi ma recommandation c'est ça. Donc en fait, déjà mon but, c'est pas du tout de ne pas l'alarmer si moi j'estime que c'est alarmant. Au contraire, parce que je trouve que sur certaines populations de patients, donc, et notamment les sportifs, qui ont des échéances et des enjeux, parfois ils peuvent... si tu les rassures trop, ils vont zapper qu'il y a vraiment un problème. Ils vont prendre en compte le fait que « Ah mais non, ça va, le kiné m'a dit que ça allait, donc je vais faire ma compète ou je vais faire mon spectacle ou je ne sais quoi. » Donc je trouve qu'au contraire, parfois, il faut vraiment être franc et direct et dire « Là, tu t'es fait une entorse, par exemple, de ce ligament-là. T'as ça théoriquement comme délai. Toi, par exemple, ton spectacle est à tel jour. Tu risques ça si tu le fais. Tu risques ça si en plus tu fais pas de soins. » Après, comme pour toute personne majeure, c'est à la personne après de décider de ce qu'elle fait. Mais nous, notre rôle, c'est vraiment d'expliquer très clairement quels sont les risques encourus, et après il fait son choix. Oui, t'es pas responsable. Libre et éclairé, quoi. Bien sûr. Ouais. Mais c'est important du coup de prévenir pour aussi enlever cette charge mentale que toi aussi tu pourras avoir de dire si c'est blessé, j'ai oublié de lui dire ça ou je lui ai pas dit ceci. Dans la déontologie, j'imagine. C'est obligatoire. En fait, il faut être transparent et tout ce qui concerne le patient et que tu remarques sur sa pathologie, faut lui dire. Et après, c'est à lui de faire ses choix et de voir qu'est-ce qu'il préfère faire, quoi. Quand on évalue une douleur, est-ce que c'est par exemple un système de 1 à 10, je sais pas, de 1 à 3 c'est vert, 3 à 6 c'est orange, 6 10 c'est rouge, ou est-ce qu'il y a d'autres systèmes pour évaluer la blessure, la douleur? Après, j'imagine qu'avec des exercices, t'évalues rapidement s'il y a une douleur ou pas, mais... La douleur, ça dépend quel type de douleur c'est. Et en fait,
moi, ce qui m'oriente énormément, c'est le mode d'apparition. Comment la douleur, elle est apparue. Si c'est une douleur, après que je lui ai fait faire des squats avec 40 kilos sur le dos et c'est une douleur au niveau des cuisses qui est assez diffuse, bon, bah, c'est une courbature. Enfin, voilà, tout dépend de comment elle est apparue et où est-ce qu'elle est localisée. Quand c'est une douleur très précise et localisée, déjà, ça sent moins bon. Quand c'est une douleur qui est assez diffuse, où tu peux pas avoir un point précis, je trouve que c'est moins alarmant. Enfin, et souvent, c'est que soit c'est une fatigue musculaire, une courbature. Ça peut pas être, par exemple, une déchirure musculaire, c'est un point précis, t'as mal sur des tests très précis. Donc en fait, nous aussi, on fait nos tests et c'est ça qui nous permet de savoir exactement. Pareil pour les entorses, t'as des tests précis qui redéclenchent la douleur, des appréhensions, la personne a du mal à poser le pied par terre ou ne veut plus faire certains mouvements. Voilà, donc c'est surtout ça. Et après, oui, t'as une échelle de la douleur EVA, ça s'appelle, mais ça, c'est un peu plus... moi, ça me permet plus de voir l'évolution de la pathologie, que c'est pas ça qui me donne mes feux verts ou mes feux rouges, quoi, pour lui. Mais oui, c'est de 0 à 10. Et ça me donne plus des axes, par exemple, sur mes exercices. Je ne veux pas que la personne ait plus que 2 sur 10 de douleur, sinon ça veut dire que l'exercice n'est pas adapté et qu'il faut le modifier, par exemple. C'est plus comme ça que j'utilise l'échelle. Ok, donc ça aussi, c'est important de le connaître pour soi. Ouais. Pour se dire, là, en fait... Pour la quantification de la charge que tu mets à la personne. Ouais. Mais même quand tu trainings, quand tu vas faire tes entraînements, c'est important encore une fois, parler d'écoute de soi, c'est important de connaître ça. Ah, mais la douleur, c'est vraiment le premier signal que le corps t'envoie pour te dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, en fait, il faut pas l'ignorer. Quand elle est supportable et quand elle est... en fait, voilà, ça dépend de comment elle se manifeste. Ça peut être ok. Mais s'entraîner avec une douleur, c'est pas bon. Et ça peut, du coup, aggraver la pathologie potentiellement. Et puis c'est vraiment un signal où le corps te dit là il y a un truc qui va pas, c'est peut-être juste une mauvaise position, t'es en train de faire ton squat ou je ne sais quoi, avec une mauvaise position t'as juste à changer un truc et c'est bon. Mais il faut jamais forcer sur les douleurs qui sont entre guillemets importantes, enfin même moyennes en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas quoi. Et aussi pour s'appuyer sur parfois des blessures ou des douleurs qu'on a, y a les IRM, les échographies, les radios, parfois il y a rien. Ouais. Sur les radios, sur les IRM, mais par contre la personne elle a ultra mal. Comment on explique ça ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut complètement zapper sur une lecture de radio, ou est-ce que c'est parfois aussi des douleurs qui sont un peu liées à l'émotionnel, au mental ? Comment est-ce que tu pourrais traduire ça aussi ? Déjà, il y a plusieurs examens complémentaires possibles, donc si la radio ne montre rien, peut-être que le médecin peut ensuite décider de pousser un peu plus l'imagerie et de faire une IRM ou un scanner, parce que tu as des imageries qui sont plus ou moins précises. Ouais. Donc déjà, tu as ça. Et après, c'est pas parce qu'une imagerie ne montre rien que ça veut dire qu'il n'y a rien, parce que déjà, la douleur, dans tous les cas, la personne, elle l'aperçoit, donc ça veut dire qu'il faut quand même régler le problème. On peut pas dire, vous avez rien, donc vous repartez. Ah, c'est pas possible. Et après, ça veut peut-être dire que la douleur n'est pas liée à une pathologie avérée. C'est-à-dire que parfois, il y a des douleurs qui ne se voient pas. Et c'est pas parce que l'imagerie ne la montre pas qu'elle n'est pas réelle. Et donc, ça veut dire que nous, on doit quand même trouver un moyen de soulager cette douleur. Donc, c'est là où aussi notre bilan à nous et notre traitement est intéressant. C'est qu'on a quand même des moyens de diminuer une douleur, même si l'imagerie ne montre rien. Et d'ailleurs, parfois, j'ai des patients qu'on m'envoie sans la moindre imagerie, parce qu'en fait, les médecins parfois aussi avec qui je travaille savent très bien qu'on peut déjà faire quelque chose en kiné sans qu'on ait besoin de savoir exactement ce que c'est. Grâce à nos bilans et aux traitements qu'on peut mettre en place. Donc, et parfois aussi, la douleur peut être plus... ça peut être des rappels de douleur dont le cerveau se souvient. Par exemple, t'as pu t'être blessé à un endroit, la douleur disparaît, tu traites le problème, et parfois tu peux avoir des rappels de douleur de cet endroit-là, donc parfois tu sens, généralement les gens ils disent je sens la zone, je sens qu'il y a un truc, sans qu'à l'imagerie il y ait le moindre problème. C'est juste qu'il y a une mémoire du corps quand même sur certaines lésions et certains antécédents qui parfois avec de la fatigue, avec une période qui est pas facile, en fait ça peut ressurgir, et puis ça repartira spontanément au bout d'un moment. Donc ça peut être, oui, en fait, lié à, comme tu disais, des facteurs externes, comme la fatigue ou même l'émotionnel. Émotionnel ou malade, ou voilà, t'es malade pendant plus de différentes stades de maladie, mais même juste t'es affaibli, et parfois t'as des douleurs qui ressortent sans qu'il y ait le moindre problème anatomique, on va dire. Puis il suffit, comme tu dis, tu tombes malade, il suffit d'une perte de poids
Pour que du coup, il y ait, je sais pas moi, tu perds sur le quadri, ton genou il est moins tenu, donc t'as peut-être ton syndrome fémoro-patellaire qui revient parce que juste il est moins tenu et parce que t'as été tombé malade. Ou pareil dans l'autre sens, une prise de poids, même pas énorme, hein, même 2 ou 3 kilos, mais sur une activité physique qui demande énormément de sauts, les genoux et les chevilles prennent vraiment tarif en fait. Sur 50 sauts, quand t'as pris 2 kilos, ou que t'as pris 2 kilos soit physiquement, soit que tu portes 2 kilos aussi en plus, de costume par exemple, ça peut créer des pathologies sans que ça montre quoi que ce soit à l'imagerie, tu vois. C'est juste des pathologies de surcharge où il faut un petit peu décharger et renforcer correctement pour que le muscle soit capable d'accepter la contrainte que t'es en train de lui mettre, qu'il n'était pas habitué à tolérer avant, quoi. Complètement. Est-ce que le mental, il joue sur la récupération physique et l'inverse aussi ? Alors, c'est dur à dire parce qu'il n'y a rien qui le prouve, en fait. Mais moi, je pense quand même que une mauvaise récupération physique, donc un mauvais sommeil, une mauvaise alimentation, ou juste un jour où t'es malade, ou bien des douleurs chroniques, au bout d'un moment, forcément, ça joue sur le mental. En fait, c'est usant à la longue. Ou un mauvais sommeil qui dure sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc une mauvaise récupération, parce que la récupération, ça passe par le sommeil aussi. Évidemment que le mental, au bout d'un moment, il en pâtit, quoi. Mais par exemple, de se répéter et de se dire ça va aller, ça va se guérir, d'avoir des mots aussi positifs, ça peut aider. L'optimisme, ça aide. Non mais pour de vrai, dans pas mal de formations, ils nous le répètent. Un patient qui est très négatif, on n'a pas l'explication de pourquoi, mais ça rallonge les délais de récupération et de guérison. Alors que l'optimisme, ça stimule je ne sais quoi, mais ça stimule et tu arrives... Enfin, en fait, t'es plus efficace et t'arrives mieux quand même à guérir, finalement. Donc c'est hyper important, l'optimisme. Dans ta rééducation, dans ta prise en charge. Faudrait que je me penser à ça, là, du coup. Que je contacte peut-être quelqu'un qui est spécialisé dans neurologie, peut-être. Ouais, ou aussi la médecine de la douleur. C'est un truc qui est assez intéressant. C'est une médecine assez spécialisée ou des psychologues de la douleur aussi, ça c'est intéressant. Attends, je me le note. Parce que je me dis, ça pourrait complètement faire sens. Ouais. Ok. On parlait du mental, justement. Est-ce que tu trouves que l'évolution de la santé mentale et le rapport au corps chez les danseurs, danseuses a évolué ces dernières années ? Je trouve que oui. Déjà dans le sens où la santé mentale devient de moins en moins tabou. En fait, on en entend de plus en plus parler. Et du coup, ça aide aussi à en parler. Parce que c'est un sujet qui est plus facilement abordable, je trouve, par rapport à une époque. Et du coup, chez les danseurs aussi. Et après, je pense que c'est comme pour tout, ça dépend avec qui, mais à partir du moment où tu installes une relation de confiance avec ton patient et donc avec ton danseur, tu peux aussi plus facilement lui poser la question « Comment ça va aujourd'hui ? Comment tu te sens ?» Et eux, souvent, ils répondent de plus en plus honnêtement et donc ils se confient plus et donc je pense que rien que juste parler pour la santé mentale, ça fait du bien. Même si c'est juste à ton kiné pendant 30 minutes sur table. Ouais. Non, je trouve que ça évolue quand même positivement, ça. Ok, c'est cool. Ouais, je trouve que même dans notre entourage, on en entend de plus en plus parler comme tu sais, de fatigue mentale, de stress, de charge émotionnelle aussi. Et c'est important d'en parler parce que comme on disait, des fois, on peut avoir des questions existentielles de pourquoi je réussis pas mes castings. Du coup, ça a un impact sur ta santé mentale parce bien que sûr. Tu viens douter, remettre en question. Ouais. C'est bien de se remettre en question, mais pas trop, je pense aussi. Et je sais que, enfin, tu vois, tu me disais que des fois, même pendant une demi-heure, il y avait des patients qui pouvaient discuter avec toi, mais pour vous aussi, ça doit être pas simple de recevoir des témoignages ou d'entendre la vie, entre guillemets, des patients alors que vous n'êtes pas psychologue. Ouais. Bah, je pense qu'au bout d'un moment, tu t'adaptes aussi. Après, parfois, ça peut devenir... En fait, quand ça devient envahissant, c'est aussi à nous de mettre la limite et de dire, bah écoutez, là, peut-être que ça pourrait être intéressant d'en parler à quelqu'un qui est plus spécialisé que moi, parce que c'est vrai que nous, au bout d'un moment, notre champ de compétences, on n'est pas psychologue, quoi, donc on n'a pas non plus même les moyens de répondre à certaines choses. Donc je pense que quand ça devient vraiment trop lourd, par exemple, on peut réorienter.
Et pour les choses qui sont un peu plus gérables par nous, ben libre à nous de le prendre, de rentrer dedans et d'essayer aussi d'aider un petit peu en fonction du temps qu'on a aussi et de nos capacités à leur venir en aide en fait. Ouais. Ok. Mais ça fait partie du métier de kiné en fait. Enfin, à partir du moment où tu passes du temps, autant de temps avec des personnes, c'est sûr qu'elles vont se confier et c'est même important et c'est même très bien. Et tant que ça reste entendable aussi par nous et que ça nous bouleverse pas trop, et qu'on peut les aider, c'est notre rôle aussi, quoi. Ok. Un autre champ de compétences que vous avez aussi, on en parlait au tout début de l'épisode, c'était sur l'alimentation. Comment est-ce que toi t'abordes cette question-là de l'alimentation dans l'accompagnement des danseurs, et même si c'est pas ton domaine principal, parce qu'on le sait aujourd'hui que l'alimentation est intrinsèquement liée à soit la blessure, soit la récupération sportive. Ouais. Physique, pardon. C'est hyper important. En fait, c'est vraiment un des piliers de la bonne santé du corps, c'est l'alimentation. Donc moi, souvent, je me renseigne quand même sur le nombre de repas que mes patients font par jour, et notamment du coup les sportifs et les athlètes. Donc, et même des repas et des collations, parce que c'est pas besoin de faire des énormes repas, mais des petites collations plusieurs fois dans la journée quand t'as en fait une grosse journée, répète, spectacle. À quel moment tu les prends et de quoi ils sont constitués. Déjà, je me renseigne sur ça. Quand je vois que y a des trucs qui vont pas trop, je peux redonner des conseils ou dire tu devrais peut-être plus prendre ça à tel moment, juste avant ton spectacle, puis après tu remanges un petit peu après, ou voilà. C'est la clé de... En fait, c'est le carburant du corps. Donc, il faut se renseigner sur qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui peut être amélioré pour optimiser au maximum les capacités de la personne, quoi. Ouais, et puis qu'est-ce qui convient le mieux aussi à chaque personne. Ouais. Faut pas oublier aussi que parfois, je parle pour les danseurs qui sont plus freelance, on va avoir des semaines de dingo, Ouais. on va danser, donc va falloir se nourrir plus. Ouais. Mais il y a des semaines où on va faire zéro, enfin on va rien avoir, donc comment aussi adapter son alimentation pour pas qu'il y ait de prise de poids, mais en même temps pas qu'il y ait de perte musculaire. C'est pas facile, je trouve. Ouais, il faut que... Ouais, effectivement, il faut vraiment adapter à la charge hebdomadaire que tu vas avoir dans la semaine. Il faut que ce soit bien constitué. Enfin, si tu prends que du sucre rapide, et qu'en plus tu fais pas beaucoup d'activité physique, que tu fais ça sur ta semaine où t'es en repos, la prise de poids elle va être fulgurante. Donc en fait, il faut vraiment les proportions et la qualité du repas. C'est ça le plus important, quoi. Mais du coup, je reviens aussi sur un aspect esthétique. Ne pas commencer à stresser parce qu'on a pris 1 ou 2 kilos en plus. Enfin, c'est important aussi d'avoir un rapport sain à son corps. Ouais. Parce que je sais on est dans des milieux de physique, d'image, et que ça peut aussi porter... on peut s'auto-saboter et s'auto-porter préjudice. Donc faire attention à ça. Ouais, complètement. Parce que justement, je me demandais si toi, tu sentais qu'il y avait que l'alimentation, c'était encore un sujet qui était compliqué à aborder. Est-ce que tu vois encore un culte de la maigreur chez les danseurs, ou est-ce que ça va ? Culte de la maigreur, je j'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que sur certains, déjà ça dépend des gens, et sur certains peut-être styles de danse, et peut-être du coup un peu plus le classique, le corps est tellement... Il y a des espèces de standards qui ont été installés avant, qui parfois chez certaines personnes persistent en fait, et c'est plus là où on peut voir que la moindre prise de poids peut être dramatique, ou aussi parfois juste, moi on m'a déjà dit, je veux bien faire du renforcement, mais je veux pas prendre des cuisses, je veux pas prendre des bras, ce qui est tout à fait entendable, y a pas de souci, mais on sent quand même que la prise de poids, que pas forcément que ce soit du mauvais poids entre guillemets, même si c'est du muscle, c'est une no-go zone, quoi. Ouais. C'est plus donc ça visuellement. Reste... Faut que ce soit pas que il faut que ce soit libre, il faut que ce soit fin. Et donc du coup, si, je pense quand même que l'alimentation peut aussi être tabou parce que, parfois on peut, pour ne pas prendre de poids, sauter des repas, se dire... j'ai déjà entendu aussi, aujourd'hui je danse pas, donc pourquoi je mangerais ? Moi je danse pas, faut bien que je mange. Oui, je rigole, mais parce qu'évidemment je suis pas du tout dans la moquerie, je sais que non. J'ai moi eu aussi des troubles du comportement alimentaire, et je sais très bien que c'est pas quelque chose que tu fais exprès. Ah mais non. Donc et c'est très compliqué à contrôler, et je pense que c'est vraiment une souffrance
hyper importante et c'est du coup faut essayer de discuter, il faut essayer d'expliquer qu'en fait c'est pas manger qui fait prendre du poids, c'est manger des mauvaises choses ou au mauvais moment, ou si tu fais un repas bien équilibré, que tu manges bien tes fibres avant et que tu manges ensuite tes protéines et ensuite tes féculents, tu vas pas avoir de pic de glycémie, tu vas beaucoup mieux absorber et en plus ce sera beaucoup plus efficace, bref dans ce sens là c'est plus efficace pour ton énergie, mais c'est pas ça qui va te faire prendre du poids, et si t'as faim, bah mange plus de fibres et mange moins de... Il faut quand même qu'il y ait un peu de tout dans chaque assiette, hein, mais tu peux doser la quantité que tu mets dans chaque assiette, c'est pas ça qui va te faire prendre du poids. Par contre c'est le cookie à 4 heures parce que t'as pas mangé à midi, bon évidemment, enfin si tu fais du sport non ça va, mais c'est pas du tout la solution de faire ça. Enfin, c'est plus mauvais pour le corps de faire ça que de faire des repas et des petites collations régulièrement dans la journée. Là, tu prendras pas de poids en fait, si c'est régulier, si c'est bien dosé, quoi. Complètement. Ouais, de pas... je reviens sur les troubles du comportement alimentaire. C'est un sujet qui est encore beaucoup dans la danse, parce que je vois encore certaines écoles de formation où il y a des restrictions alimentaires, et je me dis... même des écoles lambda avec tout style de danse, et je me dis c'est quand même problématique aujourd'hui d'en être encore là en 2026 alors que tu sais très bien que l'alimentation c'est ce qui, comme on disait, c'est ton carburant et c'est ce qui te permet d'avoir de bonnes perfs sportives, quoi, et d'éviter les blessures. Ouais, bien sûr. J'avais une petite partie aussi sur les réseaux sociaux, parce que je prends exemple Covid, on était beaucoup sur les réseaux et il y avait des coachs sportifs, des kinés sur les réseaux, mais il y avait aussi monsieur et madame tout le monde qui commençaient à donner des exercices. Ouais. Comment vous gérez ça, vous, quand vous avez un danseur, ou comment tu gères ça, toi, quand t'as un danseur ou une danseuse qui dit j'ai fait cet exercice parce que c'était cool, j'allais avoir un meilleur galbe à un endroit. Déjà, je regarde si l'exercice est pertinent. S'il est pertinent, moi, ça me pose pas de problème. S'il est pas pertinent, j'essaye juste de dire... Parce que je trouve que c'est quand même toujours positif quelqu'un qui fait de l'activité physique. Donc en fait, à partir du moment où la personne me dit « j'ai fait ça parce qu'un tel l'a fait », bon, y a pas de souci, t'as bougé, moi ça me fait plaisir. Par contre, si je vois que c'est pas pertinent, je le corrige. Et après, je lui dis « tu le fais, mais tu le fais comme ça ». Et puis, en fait, j'essaye de faire ça parce que mon but, c'est pas qu'il se blesse en faisant des choses, mais c'est pas non plus qu'il ne fasse rien et qu'il se dise tout ce qu'il y a sur YouTube, c'est mal fait, ou on me corrige pas et donc du coup, je peux pas le faire correctement. Non, c'est toujours positif. Bouger, c'est vraiment hyper important, c'est la clé, mais il faut juste que ce soit bien fait. Donc moi, ça me pose pas de problème, mais il faut que ce soit bien fait. Donc je le corrige s'il y a besoin. Ouais, il faut que ce soit bien fait, comme on disait tout à l'heure. Si ça déclenche une douleur, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, qu'il faut arrêter. Ça veut pas dire que l'exercice qui est proposé est mauvais, ça veut dire que l'exercice qui est proposé n'est pas adapté à vos... Soit est pas adapté, soit juste n'a pas été corrigé parce que tu l'as fait sur internet, tu l'as vu, t'as recopié entre guillemets une vidéo, mais on t'a pas expliqué les bons placements, et qu'il faut juste qu'on te réexplique les bons placements, et après tu refais ton exo et c'est bon, quoi. Ouais. Et on arrive bientôt à la fin de l'épisode, Laura. J'ai encore quelques petites questions et j'ai un petit jeu. Juste aussi, quelle idée reçue et mythe sur le corps du danseur t'aimerais déconstruire ? Je dirais que il faut être souple pour pouvoir danser dans sa haut niveau. Ça je suis pas d'accord, parce que la souplesse ça se travaille, c'est comme tout. Donc c'est pas parce que tu n'es pas souple que t'arriveras à rien. Ou c'est pas parce que t'as un mauvais coup de pied en étant jeune que par exemple ça ne peut pas se travailler. Ça, j'en vois souvent des jeunes, des toutes petites danseuses qui viennent me voir parce que leur prof de danse leur a dit avec un coup de pied comme ça, tu pourras pas faire de pointe, c'est pas possible. C'est pas possible peut-être maintenant, mais en fait ce genre de choses ça se travaille, donc c'est comme la souplesse. Et donc y a pas besoin d'avoir un beau coup de pied et d'être hyper souple pour pouvoir faire de la danse. Faut juste le travailler. Très bien. Et le travailler correctement sans se faire mal, sans forcer sur des amplitudes. On vient pas étirer un muscle en mettant 2 poids sur les jambes pour essayer d'avoir ces écarts. Il faut le faire correctement et progressivement. Je sais pas où tu as vu cet exemple-là, mais c'est comme mettre ses pieds sous les meubles. Je sais pas si on t'en a parlé. Si, oui. Voilà. Ça, c'est un no-go. Ça, c'est une no-go. Mais c'est... En fait, à part... Le seul risque, la seule chance que t'as de faire ça, c'est de déclencher des pathologies. Au niveau de la cheville. Au niveau de la cheville, au niveau du carrefour postérieur. Ça, c'est 99% des chances de te faire un carrefour postérieur et d'après d'en avoir pour des mois de rééducation. Ouais, donc le mieux c'est avec un élastique souple Ouais, et en fait de le faire
activement avec tes muscles. En fait, toi, tu viens travailler. Tu peux faire un tout petit peu de passif, donc en te mettant dans certaines postures, c'est un peu dur à expliquer comme ça, mais en te mettant dans certaines postures qui sont non douloureuses, que tu tiens juste 10 secondes, tu relâches, tu le refais, et ça, tu le fais régulièrement. Mais en fait, tu rajoutes pas du poids sur tes articulations, encore moins quand t'es tout jeune et que t'es en cours de croissance. Faut juste faire les choses progressivement et régulièrement. Ok, très bien. Bah, du coup, ça m'amène sur un petit jeu idée reçue où tu dois juste répondre oui ou non. Et après, si c'est un peu controversé, t'hésites pas à expliquer. Hein. Ok. Bon, celle-ci, t'as déjà répondu, mais j'ai quand même la dire. Un bon danseur ou une bonne danseuse doit être naturellement souple. Non. Plus on est souple, meilleur on est en danse. Non. La douleur fait partie normale du métier. Non. Si ça fait mal, il faut continuer pour progresser. Non. Les danseurs sont forcément minces et légers. Non. La musculation ralentit ou rigidifie les danseurs-danseuses. Non. On peut danser sans se blesser si on s'échauffe bien. Ça, ni oui ni non, parce que s'échauffer, ça va diminuer la potentialité de survenue de risque de blessure, mais ça ne peut pas garantir que tu te blesseras pas, parce qu'en fait, la blessure, elle est liée à plusieurs facteurs. Des fois, des facteurs chance ou malchance. Tu te tords le pied dans la rue, c'est pas parce que tu t'es pas bien échauffé, ou j'en sais rien, tu te prends une voiture à vélo, bon ben voilà. Mais même en danse, je veux dire, il suffit que tu sois un peu fatigué, t'auras beau t'être échauffé avant, si tu pousses trop alors que le corps tel jour n'est pas capable de l'encaisser, ben ça peut ne pas passer. Donc, mais s'échauffer va quand même vraiment diminuer le risque de survenue de blessure. Je te donne un exemple, il suffit que par exemple tu aies même une marche sur scène et puis voilà. Tu peux te faire une cheville. Complètement. Voilà. Les danseurs sont mentalement très forts, donc ils ne craquent jamais. Non. Quand on est passionné, on ne ressent pas la fatigue. Non. La discipline suffit à éviter les blessures. Non. Les blessures arrivent seulement par erreur ou négligence. Non. La danse, ce n'est pas un vrai métier physique. Non. Les danseurs ont une carrière facile parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Non. À haut niveau, tout est pris en charge, donc pas de problème de santé. Oh non. Les danseurs professionnels savent déjà tout sur leur corps. Non, bien qu'ils en sachent beaucoup comparé à parfois d'autres athlètes. Une fois blessé, on revient toujours comme avant. Non. La kinésithérapie sert seulement à réparer après une blessure. Non. Si on a mal, il faut juste s'arrêter complètement. Non, il faut adapter. Il faut adapter, ouais. En fait, c'était juste un jeu non. Ou peut-être. Ouais, c'est clair. Il n'y avait pas du tout de oui, en fait. Non. Ok. Et toi, comment tu vois évoluer le rôle de la kinésithérapie ou du kinésithérapeute dans le monde de la danse ? Bah, ce que j'aimerais, c'est que ce soit plus accessible pour les danseurs qui sont pas dans des grandes compagnies ou dans des compagnies tout court, que ce soit accessible pour tous les danseurs, en fait. Voilà, ça, ce serait vraiment l'idéal. Donc créer peut-être je sais pas, je pensais à ça, à une solution, puisque là, je me rends compte que ramener des kinés sur une tournée, une comédie musicale, ça demande assez financièrement des dépenses. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de voir aussi avec, le ministère des Sports, de la Santé, un budget alloué aussi pour ça, pour aider les productions à avoir... Ouais, ce serait bien. Le seul problème, c'est que la danse, c'est sous le ministère de la Culture. Et en fait, c'est tout le problème de aussi pourquoi les danseurs se considèrent comme des artistes et pas comme des athlètes. C'est que même en termes de... Enfin, même les ministères, c'est sous le ministère de la Culture. Donc en fait, le ministère du Sport, déjà, il a aucun impact là-dessus. Et peut-être celui de la Santé, à la limite... on pourrait mettre en place des choses comme ça, mais je pense surtout qu'en fait, il faut qu'il y ait un budget alloué aux soins pour les danseurs. Ouais, c'est vrai. Il y a quelques fédérations, je pense à la FFD, qui est en lien un peu avec le ministère des Sports aussi. Okay. Mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus culture que sport. Ouais. Toute la problématique, comme tu disais. Ouais. C'est quoi ton moment le plus marquant en tant que kiné de danseur ? Est-ce que je sais que tu as été amenée à partir à l'étranger, donc est-ce qu'il y a ce genre de choses-là ou autre chose ? Bah oui, il y en a plusieurs du coup. Déjà, je pense que l'un des plus beaux moments de ma carrière pour l'instant, c'est quand je suis partie du coup la première fois en tournée avec l'opéra. Et quelle tournée ? C'était au Japon. Wow. Donc moi, c'était déjà un de mes rêves parce que je suis assez fan du Japon, mais j'y suis jamais allée. Enfin, j'y étais jamais allée. Donc là, je suis partie 2 semaines, c'était incroyable. C'était comme une petite colonie de vacances, on était tous dans l'avion. T'avais les pieds des danseurs qui dépassaient comme ça des tétières des voisins. Moi, j'étais là, ouais, la souplesse. Faut nous voir, des fois, on a un peu dans nos mondes quand on part en tournée, c'est lunaire. C'était hilarant, franchement.
Et puis l'ambiance, c'était vraiment une petite colonie de vacances. Enfin, c'était fou. Donc ça, c'était je pense, le moment le plus marquant pour l'instant. Après, il y a aussi eu d'autres moments marquants, du style mes premières gardes à l'opéra. C'était... À la fois, j'étais trop contente, à la fois, il y avait des pics d'adrénaline, la peur de est-ce que quelqu'un se blesse, qu'est-ce que je fais quand c'est la première fois et que t'es pas habitué. Enfin, c'était assez marquant, mais vraiment dans le bon sens, où en fait, c'est hyper stimulant et enrichissant pour ma pratique et mon métier, quoi. Donc voilà. Ouais, il y en a eu plein, mais ça, c'est les principaux. Trop bien. Et de quoi t'es la plus fière dans ton parcours ? Pas forcément en lien avec la danse. Ouais. Bah, juste d'avoir réussi... Franchement, ouais, je dirais que c'est d'avoir réussi à rebondir après mon échec en médecine qui a été cuisant et très dur à vivre. Comme, je pense, vraiment 99% des gens qui font médecine et qui échouent à la première année avec le concours. C'est vraiment dur. Tu travailles comme un chien pendant 1 an, voire 2 ans, parce qu'en fait, tu peux redoubler cette année-là. Et quand tu sors de là, moi, dans mon cas, je suis sortie de là, je me suis dit, mais je suis nulle, qu'est-ce que je vais faire ? Ça m'a ruiné mentalement, j'ai travaillé vraiment nuit et jour, je prenais pas mes week-ends, je partais pas en vacances, j'ai tout donné pour ça, et au final, tu te retrouves... moi, en plus, je l'ai raté à quelques places, à une 10aine de places. Waouh. Donc, vraiment, tu te dis, ça se joue à rien. Et là, j'ai perdu 2 ans, je fais quoi ? Tu ressors, t'as rien, c'est à toi de refaire des démarches pour aller où tu veux. Donc moi j'ai trouvé la prépa kiné, mais franchement c'était dur. Et de voir que j'ai réussi à rebondir et à faire quelque chose qui me plaît, mais vraiment, vraiment passionnément, franchement je suis fière et ça me fait vraiment plaisir d'avoir réussi à passer au-delà de cet échec, quoi. Bah bravo. Merci. Ouais, parce que je sais que c'est pas facile quand t'as des projets et des envies et que t'as que un plan A. Ouais, c'est ça. Que t'as pas de plan B. T'as rien d'autre. C'est dur qu'en fait Et puis tu ressors et y a rien. Ouais. Tu retournes chez tes parents et t'es là, mais je vais faire quoi ? T'as mis combien de temps à trouver ce que tu voulais faire après ? Plusieurs mois, mais pas... peut-être 4 mois. Mais au début, j'ai même passé des concours de manip radio. Donc c'est une spécialité en radiologie, quoi. Mais du coup, j'ai erré un peu pendant 4 mois à chercher est-ce que je pouvais faire une prépa kiné ou est-ce que je faisais manip radio. J'ai même passé des concours d'infirmière. Ouais, je dirais 4-5 mois. Mais sans vie, quoi. Ouais, ce que j'ai de toute façon... à errer, vraiment, ouais, t'es down, ouais. T'es là, je passe ça, je réussis pas de toute façon, Voilà, ouais, 4-5 mois, je dirais. Tu voulais faire quoi en médecine ? J'avais 3 objectifs, c'était médecin, sage-femme ou kiné. Bon, médecin, je l'ai raté à pas mal de places, je sais plus, mais plus d'une centaine. Sage-femme, je l'ai raté à 3 places, et kiné à environ 10 places. Ouais, donc t'avais quand même l'option kiné dans ta tête. Ah ouais, complètement. Ok. C'était pas ma seule option, mais c'était une option. Ok. Ouais. Et bah, quelle option ? Ouais, très contente. Ouais, bravo. Quels sont tes projets pour l'avenir ? Continuer à travailler avec les danseurs, à travailler dans le cabinet où je suis, parce que vraiment j'y suis bien. Mes patients sont trop cool, je le dis souvent, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai des patients que j'aime vraiment beaucoup, avec qui je m'entends vraiment bien. Continuer à travailler à l'opéra parce que c'est hyper enrichissant, l'équipe avec qui je travaille elle est super, la médecin, elle est incroyable. Et ça donne vraiment des opportunités folles de tourner, de rencontres de gens aussi, de travailler avec les mêmes personnes pendant des années, c'est hyper enrichissant et ça permet de créer aussi des liens forts au final. Donc franchement, rester un peu sur la lancée où je suis et voilà, ça pour l'instant ça me convient très bien. Trop bien. Ouais. Et prendre des vacances, c'est bien. Peut-être prendre des vacances. On parle de santé mentale et tout, mais c'est bien aussi de prendre des vacances. Et puis pour clôturer cet épisode, si tu devais donner un dernier conseil à un jeune ou une jeune danseuse, danseur, pro ou pas, ou même juste sportif de haut niveau, ce serait quoi ? Et ce serait de prendre soin de son corps, parce que votre corps, pour vous en l'occurrence, c'est vraiment votre outil de travail. Et que si vous voulez qu'il vous emmène loin, il faut que vous en preniez soin. En plus, ça rime, donc c'est parfait. Poète. Kiné poète, j'adore. T'imagines, tu fais des exercices tout en poésie, tu vas avoir des danseurs qui vont devenir complètement zinzin. Bref, je suis d'accord avec toi. Ouais. Prendre soin de son corps, c'est notre maison, en plus au-delà de notre outil de travail. Complètement. C'est important de prendre soin. Ouais.
Merci beaucoup Laura pour ton temps. Merci à toi Maëwen. Merci de m'avoir accordé ce temps parce que je sais que je t'avais demandé il y a très longtemps. Et je trouve ça cool aussi de prendre le temps. T'es accepté, donc c'est chouette. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes et encore une fois, si vous avez besoin d'un kiné, d'une kiné, il y a Laura. Si Laura n'est pas disponible, il y a d'autres personnes dans son entourage, dans son équipe qui pourra vous orienter, que ce soit pour de la rééducation même prénatale, postnatale. Plutôt postnatale. On avait de la prénatale, mais là il y en a plus. Et après rééducation physique, même sans être athlète ou sportif de haut niveau. Enfin, c'est juste pour toutes les pathologies de traumatologie. Après une opération ou quoi, évidemment, enfin vous pouvez venir, et même tout type. On n'est pas spécialisé, donc on fait pas non plus de pédiatrie et de neuro. Vraiment la prise en charge kiné comme ça spécialisée, vaut mieux aller dans des centres spécialisés. Mais tout ce qui est un peu remise en forme ou juste activité physique suite à une blessure, reprise d'une activité physique, ça y a aucun souci, on fait ça. Trop bien. Eh ben, merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode. Si le podcast et le média continuent d'exister, c'est aussi grâce à vous. Donc merci pour vos partages, le fait que vous vous abonniez, continuez à vous abonner, à laisser des commentaires, à envoyer aussi beaucoup d'amour à mes invités parce que, encore une fois aussi, s'il existe ce podcast, c'est aussi grâce à eux. Donc voilà, mettre une note, un commentaire sur Spotify, il y a peu de podcasts, YouTube, partout, à m'afficher dans la rue si vous voulez. Non, je rigole. Mais voilà, merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci Laura. Merci Maëwen. Ciao. Bisous. Je pense pas parler au plus fort que ça, sauf quand je vais faire la présentation, je vais certainement parler plus fort. Voilà, vas-y Laura pour voir. Écho. Tu saches que c'est mon meilleur moment de podcast. C'est quand on fait les tests son. Les gens sont là, je sais pas, je m'appelle... 1, 2, 1. Vas-y, je te laisse parler. Laura, kiné, 24 ans, maman de 2 poules. Est-ce que c'est vrai ces infos ? Non,